Bienvenue sur Progressive Gains, le podcast qui t'aide à sculpter un physique sec et musclé avec des conseils réalistes et efficaces. Pas de promesses vides, que des résultats concrets. Je suis Sofiane, votre hôte pour ce podcast. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach sportif diplômé, passionné par l'apprentissage et en constante formation dans différents domaines. Mon objectif, développer mes connaissances et mes compétences pour pouvoir aider un maximum de personnes à atteindre leurs objectifs. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode du podcast, le guide ultime sur la sèche. Je vous avais posé un sondage sur Instagram pour vous proposer l'idée de ce thème et vous avez été nombreux à être excités à l'idée d'avoir ce podcast. Alors dans ce guide, je vais t'expliquer de A à Z comment faire une sèche qui te permettra de perdre du gras, mais surtout de conserver ta masse musculaire et même dans certains cas de prendre du muscle pour développer un physique sec et musclé en seulement quelques mois. À la fin de ce podcast, tu sauras exactement comment faire une sèche. Avant de commencer, pense à liker si tu es sur YouTube. Pense à mettre les 5 étoiles si tu es sur Spotify. C'est quelque chose qui m'aidera énormément. Bien évidemment, si les podcasts te plaisent. Avant d'aborder le thème du podcast, j'ai décidé de faire une petite update de ma mini-cut, étant donné que c'est dans le thème, tout simplement. Alors, je viens tout juste de terminer ma mini-cut, donc elle a duré environ 8 semaines. J'ai commencé à 94,5 kg et j'ai fini à 86 kg, ce qui fait un moins 8,5 kg. Donc c'est clairement très bien. On a à peu près moins 1 kg par semaine, donc c'est très bien pour une mini-cut. J'ai également pris mes mensurations, donc je vais comparer celles avant ma PDM, après ma PDM, après ma mini-cut. Ça permet vraiment d'avoir un indicateur supplémentaire pour être sûr de ne pas avoir perdu de masse musculaire. Avant ma PDM, j'étais à 77 kg. Ma cuisse droite, elle faisait 58 cm, ma cuisse gauche 57 cm, mon biceps droit 37 cm, mon biceps gauche 36,5 cm et ma taille 74 cm. Donc il y avait 1 cm d'écart entre ma cuisse droite et gauche, donc on avait une légère asymétrie, et 0,5 cm entre mon biceps droit et gauche. Après ma PDM, j'étais à 94,5 kg, ma cuisse droite 65 cm, ma cuisse gauche 65 cm, donc on a réussi à rééquilibrer cette asymétrie. De plus, on a pris 7 cm sur la cuisse droite et 8 cm sur la cuisse gauche, ce qui est énorme. Au niveau des biceps, donc biceps droit 43 cm et biceps gauche 42,5 cm. Donc on a pris 6 cm de bras, donc là je suis super satisfait, c'est justement ce que je souhaitais développer. Les bras, ça a toujours été un de mes complexes étant donné que j'ai des bras très longs. J'ai 43 cm de bras mais on n'a pas l'impression puisqu'ils sont longs. Donc je suis très content d'avoir pris autant de tours de bras. Alors pourquoi il y a une telle différence, pourquoi il y a 1 cm d'écart entre mon biceps gauche et droit? Donc mon biceps gauche il est plus court que mon biceps droit, c'est peut-être lié à ça en partie, étant donné que l'insertion de mon biceps gauche n'est pas la même que celle de mon biceps droit. Donc ça arrive malheureusement. Au niveau de la taille, on est à 82,5 cm, donc ça fait quand même un bon tour de taille. Après la mini-cut, donc 86 kg actuellement. Cuisse droite, 64 cm, cuisse gauche, 64 cm également. Donc là, on a perdu que 1 cm. Ça permet vraiment de montrer qu'en fait, j'ai réussi à conserver les mêmes mensurations en étant, quasiment les mêmes mensurations en étant sec. Donc, j'ai perdu uniquement la masse graisseuse et potentiellement, j'ai pris du muscle. Donc c'est très très bien. Biceps droit 42 cm et biceps gauche 41,5 cm. Donc là pareil, j'ai perdu que 1 cm de tour de bras. Donc même logique que pour les cuisses. Donc j'ai pas du tout perdu de masse musculaire. Donc très très satisfait aussi à ce niveau-là. Et au niveau de la taille, 78 cm. Donc en général, je stocke surtout au niveau du ventre. Et c'est là que j'ai perdu le plus de mensuration. Donc c'est plutôt positif. Alors concrètement, bilan de cette mini-cut, écoutez, je suis très satisfait. J'ai réussi à harmoniser mon physique, en tout cas me rapprocher justement d'une harmonisation optimale. Et c'est justement le but, ce que je recherche, c'est avoir un physique harmonieux, sec et musclé. Et c'est probablement votre objectif également, c'est pour ça que vous êtes là. Donc passons au sujet qui vous intéresse le plus. Donc je vais y aller étape par étape, c'est-à-dire que j'ai chapitré le podcast pour qu'il y ait une certaine logique dans l'avancée du podcast. C'est-à-dire en fait, ça va être comme une pyramide. Donc en bas, il y aura les bases
et en haut, il y aura vraiment l'optimisation. Donc on commence avec les bases. Définir d'où tu pars. Donc tu dois définir d'où tu pars, c'est hyper important. C'est-à-dire, actuellement tu fais quelle taille, quel poids, quel est ton body fat, bien évidemment approximatif, mais tu dois justement déterminer ta taille, ton poids et ton taux de masse grasse. C'est hyper important. Tu dois également savoir en fait ta maintenance elle est à combien de calories et tu dois également à peu près connaître ta dépense énergétique, c'est-à-dire donc ton cardio, tes séances de musculation, ton NEAT. Donc le NEAT, comme je le rappelle, c'est des activités involontaires comme par exemple monter les escaliers, marcher, faire le ménage, faire les courses, etc. Tout ça, ça induit une dépense une dépense de calories qui n'est pas négligeable puisque c'est un effet cumulé. Ok ? On a besoin de toutes ces infos justement pour savoir sur quoi on va jouer pour entamer le déficit sans perdre de temps. Si on ne sait pas quelle est ta maintenance, ça va être compliqué et il va falloir prendre 2-3 semaines pour justement la déterminer. On en parlera après puisque là on était d'abord sur le premier chapitre qui était de définir d'où tu pars. Ok ? Donc voilà, donc premier chapitre, tu dois définir d'où tu pars. Donc je récapitule, tu dois connaître ta taille, tu dois connaître ton poids, tu dois connaître approximativement ton body fat, tu dois également connaître ta maintenance calorique et tu dois connaître approximativement ta dépense énergétique journalière. Donc voilà, ça c'est hyper important. Maintenant que tu connais à peu près ça, tu dois définir ton objectif. Donc deuxième chapitre, définir ton objectif. Tu dois te fixer des objectifs à court, moyen et long terme, c'est-à-dire sur 3 mois, 6 mois et 12 mois. Ça va te permettre d'avoir une ligne directrice claire et précise à suivre. Concrètement, tu vas pouvoir réajuster les choses dans le cas où tu dévierais du chemin. Comment mettre en place tout ça? Déjà, pose-toi quelques questions. Par exemple, tu veux descendre à combien de kilos? Tu veux que ton physique soit très sec ou pas trop sec non plus? Ça va permettre justement de déterminer la durée et l'intensité de ta sèche. Après cette sèche, qu'est-ce que tu veux faire aussi? Tu dois avoir suffisamment de clarté sur ton avenir pour savoir qu'est-ce que tu fais après la sèche. Ok? Est-ce que tu restes en maintenance? Est-ce que tu repars en PDM? Donc tout ça c'est hyper important. Maintenant que tu as réussi justement à mettre en place des objectifs, donc vraiment ne bâcle pas cette partie-là parce que c'est vraiment une partie déterminante, comme je te l'ai dit, c'est les bases, c'est les fondations. Si t'as pas les fondations, tout va s'écrouler. Donc maintenant que tu as mis ça en place, on passe au troisième chapitre. Est-ce que tu dois faire une mini-cut ou est-ce que tu dois faire une sèche? Alors déjà, qu'est-ce que c'est une mini-cut? Qu'est-ce que c'est une sèche? Une mini-cut, c'est une sèche qui va être plus agressive mais qui va être moins longue. Et une sèche, ça va être concrètement une sèche mais un peu plus longue, moins agressive. Donc la question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu veux perdre du poids rapidement ou pas? Si oui, dans ce cas-là, il va falloir être plus agressif sur le déficit. Donc tu vas entamer une mini-cut. La durée, elle sera réduite. En général, une mini-cut, c'est en moyenne 4 semaines à 12 semaines maximum. Si tu as le temps et que tu n'as pas envie de te presser, que tu as envie de faire les choses progressivement, dans ce cas-là, tu vas faire une sèche classique. Donc c'est une sèche qui va durer un peu plus longtemps, à peu près 12 semaines, voire plus. Donc ça peut durer de 3 mois à 6 mois. Bien évidemment, ça c'est des estimations. Ça peut durer plus longtemps, ça peut durer moins longtemps, ça dépend vraiment de l'individu et de sa capacité à progresser. Par contre, faire une sèche ou une mini-cut, ça va pas seulement dépendre de ce que tu as envie. Parce que là, tu vas logiquement te dire, ok, je veux perdre rapidement, donc je vais faire une mini-cut. Mais il n'y a pas que ça à prendre en compte, c'est-à-dire qu'il y a aussi ta capacité à tenir un déficit en termes d'intensité, mais aussi en termes de temps. C'est-à-dire que si tu es plus apte à tenir un déficit agressif sur une durée moins longue, dans ce cas-là, tu vas partir sur la mini-cut. Par contre, si tu ne tolères pas un déficit agressif et que ça peut engendrer des TCA, que ça va te frustrer, que tu vas finalement te jeter sur la nourriture, dans ce cas-là, tu vas partir sur une sèche classique, un peu plus longue sur le temps. Donc c'est hyper important de prendre ça en compte parce que, comme je te l'ai dit, si tu craques à cause de l'intensité de la sèche, ça va servir à rien. Donc vraiment, peu importe la durée de ta sèche, ce qui va être important, ça va être de le tenir. Donc voilà, donc pareil, encore ce point-là, va falloir vraiment que tu prennes le temps de réfléchir à tout ce que je viens de te dire pour ne pas faire de bêtises entre guillemets. Ok ?
Donc maintenant qu'on a justement vu un peu d'où tu pars, on a défini tes objectifs, on a également réfléchi à si on faisait une mini-cut ou à une sèche. Là, combien on enlève de calories? Bah oui, combien on enlève de calories? Déjà, dans un premier temps, comme je te l'ai dit, c'est pour ça que c'est important de savoir ta maintenance. Si tu ne connais pas ta maintenance, il existe différents calculateurs pour déterminer ta maintenance. Maintenant, ça reste des estimations qui, dans la plupart du temps, sont faussées. Moi, ce que je te conseille, c'est justement de tester ta maintenance sur 2 à 3 semaines. En gros, concrètement, tu vas te peser tous les jours. Tu vas avoir un total calorique défini que tu vas maintenir chaque jour pendant à peu près 2 semaines. Ok ? Et justement, tu vas voir ton poids fluctuer. Et à partir d'un moment, ton poids il va se stabiliser. Donc lorsque ton poids se stabilise avec le même nombre de calories que tu as par jour, ça sera ta maintenance tout simplement. Donc c'est comme ça en fait que je te conseille de déterminer ta maintenance. Au lieu d'utiliser la théorie, on va utiliser la pratique étant donné que la théorie ne vaut clairement pas le terrain. Donc je te conseille de faire ça, vraiment prends le temps, je sais 2-3 semaines c'est long, mais lorsque tu auras déterminé ta maintenance, tu pourras justement entamer une sèche sans perdre de temps, sans faire d'erreur, ok? Donc voilà, tu prends 2-3 semaines pour la déterminer tranquillement, tu mets en place ce que je t'ai dit, donc tu te fixes un total calorique, donc tu pars de ce que tu manges actuellement tout simplement. Donc si tu calcules pas tes calories, en gros tu vas te mettre à calculer ce que tu manges sur une journée, et tu vas essayer de rester à ces alentours-là. Donc chaque jour, tu vas essayer de tourner aux alentours des calories que tu as calculées. Et puis, faut que ton poids il se stabilise. Et lorsque ton poids se serait stabilisé, bah là, tu seras en maintenance. Maintenant que tu connais ta maintenance calorique, on va justement enlever les calories. Donc ça va dépendre de ta maintenance. Imaginons tu as 3000 calories, tu vas pouvoir enlever plus de calories qu'une personne qui a 2000 calories, tu vois, c'est logique. Surtout en mini-cut. Donc pour une mini-cut, prenons l'exemple que tu es à 2500 calories. On va pas t'enlever 1000 calories, tu vois. Moi, pour ma mini-cut, j'ai enlevé 1000 calories parce que j'étais à 4000 calories, tu vois. Donc c'était beaucoup plus simple. Mais à 2500 calories, tu te retrouverais à 1500 calories, ce qui est pas tenable et ce qui est pas intelligent du tout. Donc si tu as 3000 calories, par contre, c'est quand même plus faisable d'enlever 1000 calories. Concrètement, comment tu peux faire dans ce cas-là? Bah tu vas devoir jouer sur d'autres variables, comme par exemple la dépense énergétique journalière, donc avec le cardio, le NEAT, principalement. Si tu pars sur un déficit progressif, je te conseille de commencer par enlever 300 à 500 calories par jour. Donc si tu es à 2500, tu vas te retrouver à 2000 calories à peu près chaque jour. Ou alors plutôt faire un déficit de 10 à 25% de ton apport de maintenance. Donc ça peut être quand même plus intéressant de partir sur des pourcentages, étant donné que voilà, si tu as 2500 calories et que tu enlèves 10% de ta maintenance, ça sera pas la même chose que si tu es à 3000 calories et que tu enlèves 10% de ta maintenance. Donc voilà. Mais en général, ça tourne aux alentours des 300 à 500 kilocalories. Donc voilà. Tu choisis ce que tu veux, ce que tu préfères. Moi, personnellement, j'enlève 200, 300 calories. Ça dépend. Alors, comment implémenter un déficit calorique maintenant? Donc, tu as la possibilité de l'implémenter via le NEAT, via le cardio et via l'alimentation. Tu peux jouer sur l'alimentation ou sur la dépense énergétique. Après, ça va dépendre de tes préférences et du temps à disposition. Donc, commençons par le NEAT. Donc là, on passe au 5e chapitre. On va justement parler de chaque variable que j'ai citée précédemment. Le NEAT, c'est le Non-Exercise Intensity Thermogenesis. C'est-à-dire toutes les activités involontaires comme par exemple faire le ménage, monter les escaliers, marcher, etc. Tu vas me dire, mais en fait, ça doit pas brûler beaucoup de calories. Une seule activité du NEAT, ouais, ça brûle pas beaucoup de calories, mais ce que tu dois te rappeler, c'est que le NEAT, c'est l'effet cumulé surtout. Sur une journée, imagine, tu fais le ménage, tu sors de chez toi 3 fois, du coup, tu habites au 3e étage, ça fait 3 fois que tu descends et tu montes les escaliers, tu te gares un peu plus loin pour aller faire tes courses, tu fais les courses, tout ça cumulé, ça fait une bonne dépense énergétique qui est non négligeable. Alors, comment mettre ça en place? Moi, déjà, je te conseille de traquer tes steps. Donc, les steps, c'est les pas journaliers que tu fais. On a tous un téléphone, on a tous l'application Health de notre téléphone, donc il ne devrait pas y avoir de souci. Tu vas essayer d'avoir le même nombre de steps chaque jour.
ça va te permettre justement de stabiliser au maximum ta dépense énergétique, ou du moins au moins sur la semaine. Prends un exemple, une anecdote à moi. À la base, il y a plusieurs années, j'étais à 2000 steps par jour. Tu vas me dire, ah ouais, c'est que dalle. Mais je marchais pas beaucoup, donc j'étais à seulement 2000 steps par jour et j'avais un physique qui était pas ouf, quoi. Maintenant, actuellement, je suis à 8000 steps par jour, donc pourquoi pas 10 000, pourquoi pas 12 000 parce que c'est adapté à mon mode de vie en général. J'ai un travail de bureau, donc je peux pas me permettre de faire plus de steps, d'autant plus que j'ai envie d'optimiser justement le temps de travail. Donc j'ai pas envie non plus de perdre trop de temps à faire des steps, d'autant plus que je les fais volontairement. Si tu les fais involontairement, c'est pas un souci, si t'as un boulot où justement tu marches beaucoup, justement ça les fait involontairement et c'est beaucoup plus bénéf. Moi je peux pas me permettre de les faire involontairement, c'est pas possible, donc je les fais volontairement et ça me prend du temps. Donc là je suis à 1000 steps par jour, j'ai un physique beaucoup plus sec, j'ai une meilleure digestion, parce que tout ça c'est des effets non négligeables, hein. Marcher, ça va te permettre vraiment d'avoir une meilleure digestion, d'avoir un physique beaucoup plus lean, d'avoir une meilleure énergie, donc ça te met dans une bonne énergie, tu vois, de marcher dehors, surtout quand il fait beau, qu'il y a du soleil. T'as une meilleure récupération musculaire aussi, donc c'est vraiment pas négligeable, il y a plein de bienfaits à la marche, et franchement, je te conseille vraiment de marcher pour être en bonne santé, au-delà de vouloir être sec, pour être en bonne santé générale. Donc voilà, t'es pas obligé de calculer ça par jour, mais essayer d'avoir une moyenne stable sur la semaine. Imaginons que tu te fixes 6000 steps par jour, ça veut dire que t'es pas obligé de faire 6000 piles chaque jour, mais tu dois avoir 6000 sur la semaine. Donc en gros, imaginons lundi tu fais 4000 steps, mardi tu fais 6000 steps, mercredi t'en fais 8000, jeudi t'en fais 5000, tu vois, etc. Et ça te donne une moyenne sur la semaine. Et l'idée c'est de tourner aux alentours des 6000 steps. Avec le déficit, on a tendance à réduire notre dépense sans s'en rendre compte. Et au final, on a l'impression que c'est juste le métabolisme qui est bloqué, mais pas du tout. Par exemple, imaginons que tu as tendance à bouger ton corps souvent, à parler en faisant des gestes, des choses comme ça. Lorsque tu es en déficit un peu agressif, un peu prolongé, tu auras tendance à réduire toutes ces petites actions qui vont justement réduire ta dépense énergétique et te faire croire que ton métabolisme il est bloqué. Et au final, le métabolisme il est jamais bloqué, le métabolisme il est ralenti, ça ok, mais il ne se bloque jamais. Donc ça c'est à prendre en compte. Faut faire attention à ne pas justement réduire ta dépense énergétique. Faut que tu essayes de rester comme t'es habituellement. Et c'est pour ça que je te dis de traquer tes steps, parce que si tu ne les traques pas, tu auras tendance à réduire tes steps sans t'en rendre compte. Ça c'est une évidence. Maintenant, j'ai quelques astuces pour toi. Alors, pour éviter justement de réduire toute cette dépense, je te conseille de prendre tout le temps les escaliers. Donc, s'il te plaît, arrête de prendre l'ascenseur. En plus, ça t'évitera peut-être de rester bloqué dans l'ascenseur, hein, on sait jamais. Il suffit d'une fois. Mais bref, prends les escaliers. Même si t'habites au 8e étage, c'est bénef. Franchement, moi je te dis, je prends tous les jours les escaliers, je monte, je descends. Et c'est non négligeable. Gare-toi un peu plus loin lorsque tu fais les courses, lorsque tu vas à la salle. Donc vraiment, gare-toi au bout du parking. Ça te permet de faire des steps supplémentaires. Ça te fait perdre quoi? Allez, 2 minutes. Okay. Ça a jamais tué personne. Tu vois, toutes ces petites actions-là, elles ne sont pas négligeables et je te conseille de les faire. Et en fait, ça va faire en sorte justement que tu as une dépense énergétique plus élevée durant la journée. Et c'est ça qui va te permettre de rester sec. Maintenant qu'on a vu le NEAT, on passe au cardio. 6e chapitre, le cardio. Alors le cardio, c'est une bonne stratégie pour augmenter ta dépense énergétique. Ça permet d'éviter de devoir descendre trop bas en termes de calories. Car oui, si t'as pas beaucoup de calories, si de base t'en as 2000 et que tu tombes à 1700, tu vas pas rediminuer justement tes calories. Tu pourrais, mais ça va être quelque chose de très très compliqué à tenir. Donc c'est à partir de ce moment-là où tu peux mettre en place du cardio. Alors il y a différents types de cardio. T'as du cardio léger, donc comme de la marche par exemple, du cardio modéré comme de la course tranquille, donc de la course c'est pas pam tu cours, c'est vraiment de la course tranquille, donc en mode tu trottines, et de l'intensité, donc un cardio à haute intensité, donc le HIIT cardio, je ne sais pas si tu connais, mais en gros c'est le Height Intensity, non c'est quoi déjà, Height Interval, oh je sais plus, bref, mais en gros c'est cardio haute intensité, voilà. Tout simplement. Donc le cardio léger, ça demande plus de temps à consacrer.
pour avoir une dépense énergétique équivalente aux autres cardio, bien évidemment, mais au niveau de la récupération, ça va être quelque chose d'optimal. Au niveau du cardio modéré, on va être sur un temps un peu plus réduit par rapport au cardio léger. Mais au niveau de la récup, elle va être plus impactée. On va avoir quand même une récupération qui va demander plus de temps. Et pour le HIIT, bah là ça va te mettre HS. Là ça demande énormément au corps. Donc ton système musculaire, articulaire et nerveux vont être énormément impactés. Tu vas être HS. Donc si tu décides de partir sur du HIIT, va falloir justement adapter la programmation d'entraînement. Donc en fait, le choix de ton cardio, il va surtout dépendre du temps que tu peux consacrer. Donc ça dépend aussi du cardio que tu préfères faire, hein. Je vais pas te dire de faire du HIIT si tu n'aimes pas du tout ça. Ça dépend également de ta prog, comme je te l'ai dit là précédemment, et de ta récupération générale. Il y a tout ça à prendre en compte et c'est non négligeable. Donc on passe maintenant au 7e chapitre, l'alimentation. Le plus important pour pouvoir perdre du poids, c'est être en déficit calorique. Ensuite, ça va être la répartition des macros et des micronutriments. Maintenant, comment mettre en place le déficit calorique? Imaginons que tu as 2500 kcal, t'enlèves 500 calories, tu es à 2000 calories. Voilà, là tu es en déficit. Ok? Maintenant, moins de calories, ça veut pas dire moins manger. Tu vas devoir jouer sur le volume alimentaire. Par exemple, faire des porridge, faire des overnight. Donc en fait, c'est des recettes qui sont volumineuses, mais qui apportent peu de calories. Et ça, c'est bénéf. Manger plus de légumes, manger plus de fruits, privilégier les produits bruts même aux produits transformés, parce que les produits transformés, ça apporte pas du tout de satiété, ça apporte beaucoup de calories, et c'est pas du tout volumineux, contrairement aux produits bruts. Maintenant, déficit calorique, ça va te permettre de perdre du poids, mais pas perdre du gras. C'est différent. En gros, le déficit calorique te permet de perdre du poids, mais si tu veux perdre du gras, donc optimiser ta perte de masse graisseuse, il va falloir avoir la bonne répartition en termes de macronutriments. Du coup, quelle est la bonne répartition en termes de macronutriments? Donc pour les protéines, je te conseille de tourner aux alentours de 1,6 à 2,2 grammes par kilo poids de corps. Tu vas me dire, ouais, 2,2 c'est beaucoup, il y en a qui disent d'être à 1,8, il y en a qui disent d'être à 2, etc. Moi, je te dis, vise la fourchette haute pour pouvoir justement optimiser les choses. Maintenant, voilà, 2 grammes, ça sera largement suffisant. 2,2, c'est peut-être un peu abusé. Essaye de tourner aux alentours de 1,8 à 2 grammes, c'est largement suffisant. Pour les lipides, je te conseille 0,8 à 1 kg par PDC. Donc concrètement, imaginons que tu fais 60 kg. Non, si tu veux faire une sèche, tu feras pas 60 kg, mais imaginons que tu fais 80 kg. Dans ce cas-là, tu prends 1 gramme par kilo de poids de corps. Ça te fait 80 grammes de lipides. Et pour les glucides, ça sera le reste en termes de calories. Donc imaginons que tu es à 2000 calories, tu as enlevé justement les calories que tu as utilisées pour les protéines et les lipides, tu prends le reste en termes de glucides, ok? Par contre, je te conseille vraiment de ne jamais baisser les protéines lorsque tu souhaites entamer un déficit calorique. Ne touche jamais aux protéines. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de viser la fourchette basse en termes de lipides, donc viser les 0,8 grammes par kilo de poids de corps. Et pour les glucides, viser, du coup, ça va te permettre d'avoir plus de glucides, tout simplement. Les lipides, en fait, c'est très calorique, mais peu volumineux, contrairement aux glucides qui sont plus volumineux et moins caloriques. Dans ce cas-là, plus tu as de glucides, plus ton volume alimentaire sera élevé et plus tu pourras manger sans pour autant apporter plus de calories. Donc le volume alimentaire, c'est un cheat code, vraiment. Donc tu vois, c'est des stratégies à mettre en place, réfléchis-y vraiment avant de justement mettre en place ton plan alimentaire. Donc on va conclure un peu tout ça, donc on va conclure par rapport au NEAT, par rapport au cardio et à l'alimentation. Alors, du coup, qu'est-ce que tu dois faire? Donc est-ce que tu dois toucher au NEAT, est-ce que tu dois toucher au cardio ou est-ce que tu dois toucher à l'alimentation pour induire ton déficit calorique? Alors ça va dépendre de toi. Là je vais pas te donner de réponse claire précise, ça va dépendre de toi, ça va dépendre en fonction du nombre de calories que tu as à disposition. Plus tu as de calories et plus tu vas pouvoir justement baisser tes calories sans pour autant devoir ajouter beaucoup de cardio, beaucoup de NEAT, etc. et vice versa. Ça va dépendre également du temps disponible que tu as à allouer aux séances, parce que faire du cardio, ça demande du temps, mine de rien. Tu fais ta séance de muscu et après tu fais ton cardio qui dure 10-15 minutes, ça te rajoute 10-15 minutes, c'est pas négligeable si tu as une vie assez chargée. Et si tu fais un cardio un peu plus modéré, tu tournes aux alentours des 30 minutes, donc faut justement voir en fonction du temps que tu as à disposition, quoi. Ensuite, de ta capacité à gérer la faim, donc ça c'est hyper important.
Est-ce que tu as tendance à avoir souvent faim? Dans ce cas-là, on va pas descendre trop bas en termes de calories, on va peut-être ajouter un peu plus de NEAT, un peu plus de cardio, pas trop non plus en termes de cardio, parce que le cardio, ça peut donner faim dans certains cas. Ça dépend aussi de ta récupération musculaire, nerveuse et articulaire. Comme je te l'ai dit précédemment, tu vas pas faire du HIIT si tu as déjà des séances qui sont intenses. En plus de ça, tu rajoutes du HIIT, tu vas être cramé, tu vas pas pouvoir récupérer, ça va être contre-productif, ton corps il va être trop stressé et tu vas pas réussir à perdre de gras, tu vas même perdre de la masse musculaire dans certaines situations. Ça dépend aussi de tes préférences car l'idée c'est de tenir sur le long terme. Donc si tu dois tenir un déficit calorique sur 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, va falloir que t'aimes ce que tu fais. Ok? Donc c'est non négligeable, mais bien évidemment les points que j'ai cités précédemment, ils sont plus importants. Et enfin, bah voilà, tout simplement quelque chose que tu peux tenir sur le long terme. Ça rejoint le point précédent, mais c'est le plus important, c'est de tenir sur le long terme. Parce que tu perdras pas 10 kilos du jour au lendemain. Donc voilà. Maintenant, on passe au 9e chapitre, les entraînements de musculation. Donc qu'est-ce que tu dois faire en sèche pour tes entraînements de musculation? Les entraînements ne doivent pas changer. C'est hyper important, ils ne doivent pas changer. Alors, t'as peut-être déjà entendu des personnes te dire « Ouais, tu dois faire plus de répétitions justement pour brûler plus de calories. » Non, c'est du bullshit. C'est du bullshit, moi je te conseille pas de faire ça. Tes entraînements ne doivent pas changer, tu dois soulever des grosses charges pour conserver ta masse musculaire. Parce que si tu stimules pas tes muscles, il n'y a aucune raison que ton corps il conserve cette masse musculaire, d'autant plus que là, tu es en déficit calorique. Le corps, il a peu d'énergie, donc il va puiser dans ses ressources. Et si tu ne lui donnes pas une raison de garder ta masse musculaire, bah il va puiser dans la masse musculaire. Donc tu dois soulever des charges lourdes même lorsque tu es en sèche. Il y a également quelque chose que tu as peut-être déjà entendu, des personnes qui perdent des performances quand ils sont en sèche. Alors, c'est à éviter. Tu ne dois absolument pas perdre de performance durant ta sèche. À part si tu pousses la sèche trop longtemps et qu'elle est trop agressive, c'est-à-dire en fait au-delà des 6 mois et que tu tires vachement au niveau des calories, là c'est normal que tu perdes des performances. On en revient à une prépa de bodybuilding. Une prépa de bodybuilding, ça demande de descendre très très bas en termes de body fat, donc tu es obligé d'avoir très peu de calories, tu es obligé de tirer sur le physique, donc c'est normal que tu perdes des performances au bout d'un moment. Mais sur une sèche normale, t'es pas censé perdre de performance. Moi, durant ma mini-cut, j'ai pas du tout perdu en performance. J'ai même gagné en performance. Par exemple, sur mon soulevé de terre jambes tendues, j'ai gagné 15 kilos. Sur tous mes mouvements, en fait, j'ai gagné en termes de performance. Bien évidemment, t'as des mouvements qui vont être plus compliqués que d'autres, mais c'est normal. C'est normal, mais l'idée, c'est de ne pas perdre de performance. Si tu perds des performances, il y a quelque chose que tu fais mal, ok? Donc voilà pour cette partie entraînement. 10e chapitre et le dernier. Comment suivre ta progression et réajuster les choses? Alors, pour suivre ta progression, tu as différents indicateurs à disposition. Donc tu peux utiliser le poids, tu peux utiliser les photos, tu peux utiliser les mensurations et tu peux utiliser les performances à la salle de sport. Donc tout ce qui est charge, répétition, exécution, etc. Moi, je te conseille d'utiliser tous ces indicateurs, car plus tu as d'indicateurs, plus tu auras de résultats logiques, on va dire ça comme ça. Et plus tu auras de points à améliorer. Alors l'objectif, lorsque tu es en sèche, c'est de perdre en moyenne 300 à 500 grammes par semaine. Donc sur une sèche classique, hein, bien évidemment, je te parle pas d'une mini-cut. Sur une mini-cut, c'est plus. Donc sur une sèche classique, on perd 300 à 500 grammes par semaine en moyenne. Si tu perds un petit peu plus, c'est pas très grave. Si tu perds un petit peu moins, c'est pas très grave non plus. Ça dépend également du poids de la personne. Donc si tu es obèse, bah logiquement tu vas pas perdre 300 à 500 grammes, tu vas perdre beaucoup plus de poids puisque tu es obèse. C'est normal. Mais si tu as une personne qui fait 1m80 et 81 kg, bah elle devrait perdre en moyenne 300 à 500 grammes par semaine. Ok ? Au bout d'un moment, tu vas probablement stagner. Alors qu'est-ce que tu dois faire si tu stagnes et que tu as déjà bien tiré au niveau des calories, donc que tu as diminué tes calories progressivement? Dans ce cas-là, je te conseille pas de diminuer encore plus tes calories car c'est quelque chose de risqué. Si tu es bien évidemment très bas en termes de calories, je te conseille de faire une diet break. Qu'est-ce que c'est? Donc en gros, pendant
1 à 2 semaines, tu vas faire une pause sur ta sèche, donc tu vas revenir à ta maintenance que tu avais à la base, au tout début, et tu vas, pendant 1 à 2 semaines, tu vas manger en maintenance, tout simplement. Et après ces 1 à 2 semaines, tu vas pouvoir repartir sur ta sèche, et ça va faire une sorte de relance, entre guillemets, sur ta perte de poids. Maintenant, tu as probablement déjà entendu les idées reçues des cheat meals, des rebonds glucidiques, etc. Ouais, je vais faire un cheat meal, ça permet de relancer le métabolisme, etc. C'est du bullshit, c'est de la merde, c'est nul. À bannir. Franchement, je veux pas voir ça, s'il vous plaît. Arrêtez avec les cheat meals, ok? Si tu fais des cheat meals, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Maintenant, là, si t'es en train de bouder, de me dire ouais, non, mais il dit de la merde, les cheat meals, c'est la base, etc. Et écoute, reste avec tes cheat meals, on en reparle dans quelques mois. Où t'en es sur ta sèche, où t'en es sur ton physique, il n'y a pas de souci. Mais les cheat meals, c'est à bannir. Quand je parle de cheat meals, c'est les gavages. Hein. Je parle pas des repas plaisir, etc. Quand je parle de cheat meals, c'est vraiment les gavages. Si tu fais des repas libres où tu manges tranquillement, tu prends en compte justement, tu fais des estimations sur tes repas libres, là, il n'y a pas de souci. Mais les cheat meals, arrête s'il te plaît. Pas de cheat meals. Voilà. Les rebonds glucidiques, je suis pas hyper fan. C'est un peu comme des cheat meals pour moi. Bon, c'est plus clean que les cheat meals, mais honnêtement, le meilleur pour moi, pour relancer justement ta perte de poids, ça va être le diet break. Donc, on a fait le tour. Donc, si je devais faire un récapitulatif de tous les chapitres, qu'est-ce que tu dois faire? Première étape, tu dois définir d'où tu pars. Donc, tu dois te poser différentes questions. Donc, taille, poids, body fat, à combien de calories t'es actuellement, quelle est ta dépense énergétique, etc. Lorsque tu as déterminé tout ça, tu vas définir tes objectifs, donc à court, moyen et long terme, sur 3, 6 mois et 12 mois. Donc ça va te permettre d'avoir une ligne directrice à suivre. Tu dois également savoir justement qu'est-ce que tu vas faire après ta sèche. Troisième étape, est-ce que tu dois faire une mini-cut ou une sèche? Donc mini-cut, c'est une sèche qui dure moins longtemps mais qui est plus agressive. Une sèche normale, c'est une sèche qui est progressive mais qui dure un peu plus longtemps. Ça va dépendre principalement de ta capacité à tenir un déficit calorique. Si tu es du genre à craquer sur la nourriture, etc. Ok? Quatrième étape, combien est-ce que tu dois enlever en termes de calories? Si tu pars sur une sèche normale, je te conseille d'enlever 300 à 500 calories, c'est-à-dire 10 à 25% de ton total calorique de maintenance. Si tu es en mini-cut, va falloir enlever plus de calories. Ok? Maintenant, ça dépend bien évidemment de ton total calorique de maintenance. Cinquième étape, le NEAT. Donc tu dois traquer tes steps. Ça va te permettre justement d'avoir une certaine stabilité au niveau de ta dépense énergétique involontaire. Donc tout ce qui est ménage, etc. Bien évidemment, quelques astuces. Donc comme je t'ai dit, prends les escaliers, garde-toi plus loin, etc. Sixième étape, le cardio. Donc c'est une bonne stratégie pour augmenter ta dépense énergétique sans pour autant devoir diminuer encore plus les calories. Tu as différents types de cardio, donc un cardio léger qui demande moins de récupération mais qui est un peu plus long, un cardio modéré qui demande un peu plus de récupération qui est un peu moins long, et un HIIT cardio, donc cardio à intensité élevée, qui demande énormément de récupération mais qui est qui demande très peu de temps. Donc tout ça en fait ça va dépendre de ton temps du temps que tu peux consacrer justement à ton cardio, du cardio que tu préfères, de ta prog et de ta récupération en général. Septième étape, l'alimentation. Donc pour perdre du poids, tu dois faire un déficit calorique, mais pour perdre du gras, tu dois avoir un déficit calorique plus la bonne répartition en termes de macronutriments. Donc les protéines, tu vas ne devoir jamais les baisser. Donc tu dois tourner aux alentours des 2 grammes par kilo de poids de corps en termes de protéines. Les lipides, tourner aux alentours de 0,8 à 1 gramme par kilo de poids de corps. Et les glucides, ça va être le reste de tes calories. Donc si tu veux avoir plus de volume alimentaire, vise les 0,8 grammes par kilo de poids de corps de lipides. Ça te permettra d'avoir plus de volume alimentaire puisque tu pourras avoir plus de glucides. Ensuite, huitième étape, concrètement, comment justement choisir entre toucher au NEAT, toucher au cardio, toucher à l'alimentation. Comme je te l'ai dit, ça va dépendre du nombre de calories que tu as à disposition, du temps disponible à allouer aux séances, de ta capacité à gérer la faim, de ta récupération musculaire, nerveuse et articulaire, de tes préférences, et également de quelque chose que tu pourras tenir sur le long terme. Neuvième étape, entraînement de musculation. Donc tu ne dois pas les changer, tu dois garder les mêmes entraînements de musculation, tu ne dois pas faire plus de répétitions, tu dois continuer à soulever des charges lourdes pour conserver ta masse musculaire et dans certains cas gagner en masse musculaire malgré le déficit calorique.
et tu dois éviter de perdre en performance. Donc bien évidemment, si tu es en prépa de bodybuilding, c'est normal, mais dans une sèche normale, tu ne dois pas perdre en performance, tu dois toujours essayer de faire mieux. Donc que ce soit par plus de charge, ou alors gratter quelques reps, ou alors améliorer son exécution en ralentissant le tempo, etc. Et dernière étape, pour suivre ta progression, tu peux utiliser différents indicateurs comme le poids, les photos, les mensurations, les perfs. Donc comme je te l'ai dit juste avant, charge, répétition, exécution. Objectif, donc perdre 300 à 500 grammes par semaine. Donc ça dépend bien évidemment de ton poids de départ. S'il y a une stagnation, tu dois faire une diet break qui va durer 1 à 2 semaines pour pouvoir un peu faire une sorte de relance. Et ne fais pas de cheat meal, ok? Donc voilà. Donc c'était tout pour ce podcast. On a eu un bon podcast d'une 40aine de minutes, donc j'ai essayé d'être le plus clair possible. Maintenant, si tu veux avoir plus d'informations pour perdre du poids, enfin perdre du gras, prendre du muscle, j'ai créé un guide offert pour développer un physique sec et musclé qui va t'expliquer vraiment étape par étape comment faire. Donc il est dans la description, n'hésite pas à cliquer, c'est totalement offert. Il y a également mon Insta dans la description où je partage beaucoup de contenu. Donc ils pourront probablement t'aider pour ta progression, d'autant plus que j'essaye de motiver un maximum pour ne pas lâcher. On se motive entre nous, on est une communauté. Et bien évidemment, il y a un lien si tu souhaites avoir plus de renseignements sur mon coaching. Donc si tu souhaites avoir plus d'infos sur comment je pourrais t'aider à atteindre ton objectif, n'hésite pas à cliquer sur le lien. Ça va en gros m'envoyer un message et on va pouvoir discuter ensemble de tes objectifs, de tes blocages et de ce que tu souhaiterais justement, enfin de ta vision des choses et ce que tu souhaiterais atteindre comme résultat. Donc c'était tout pour aujourd'hui, on se retrouve pour la prochaine fois, donc pour le 5e épisode de podcast et je te dis à la prochaine.